Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, la suite du cours version vidéo, d'accord? Donc, je vais voir avec vous le cours, ce qu'on a fait la semaine dernière très rapidement, la suite pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, bah, naturellement, vous participerez à la classe virtuelle que je ferai du coup jeudi, hein, comme annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Je vous ai mis SVT Forever, hein, parce que on est là jusque début juillet et c'est important les SVT, hein, donc voilà. Alors après cette introduction magnifique, on revient sur le cours de la semaine dernière, d'accord? Donc nature propagation du message nerveux, on a passé beaucoup de temps là-dessus, sur cette idée que toutes les cellules ont un potentiel de repos. Pour les neurones, grosso modo, moins 70 millivolts, et c'est lié finalement à un équilibre ionique de part et d'autre de la membrane qui est entretenu, hein, par cette fameuse pompe à ATP. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque on doit véhiculer un message nerveux parce que nous sommes un neurone? Eh bien, ce potentiel de repos change et en fait, hein, va former, enfin va devenir finalement des potentiels d'action, hein. Ces potentiels d'action, on a compris comment ils se formaient la semaine dernière et ils se propagent, hein, le long de la fibre nerveuse, le long de la cellule. Et donc, plus j'ai de potentiel d'action en un temps donné, plus le message, hein, on va dire, va être important. Donc ça veut dire que le message nerveux, hein, c'est finalement plein de potentiel d'action et c'est codé en fréquence. D'accord? Donc s'il y a des questions, ça sera pour jeudi. A priori, il n'y en avait pas la semaine dernière. On continue le cours. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait le long d'un neurone, c'est-à-dire c'est quoi un message nerveux, cette idée de propagation de potentiel d'action, je vous rappelle qu'en fait, il se régénère ces potentiels d'action, hein. C'est pour ça que ça a tout le temps la même forme, tout le temps la même intensité, malgré la taille de neurones qui peuvent être très très longs. Qu'est-ce qui se passe en bout de course? En bout de course, hein, c'est-à-dire que on arrive cette fois au niveau, hein, de la terminaison d'un motoneurone au contact avec des cellules musculaires. Donc c'est notre grand 2, le fonctionnement de cette zone qui est une synapse neuromusculaire, hein, une synapse entre le neurone, le motoneurone, hein, sa partie terminale, et la fibre musculaire. Alors pour ça, on va regarder les documents, page 336-337. Alors, hop, naturellement, hein, je vous invite à les regarder et les étudier seuls, et puis après vous écoutez ma correction, entre guillemets, mes indications. C'est quand même plus important que le raisonnement vienne de vous. Alors, document 1, c'est un dispositif expérimental. Nous sommes donc bien en train de regarder ici un motoneurone, partie terminale du motoneurone qui est en contact avec une fibre musculaire. On est au niveau, hein, finalement d'un bouton synaptique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va stimuler ici, hein, de façon artificielle via une électrode le motoneurone. Donc, on va finalement créer de façon artificielle des potentiels d'action. Ces potentiels d'action vont, on l'a vu la semaine dernière, se déplacer et puis ça va arriver, hein, jusque la partie terminale, d'accord? Et ce qu'on va enregistrer, c'est l'activité électrique, non pas du motoneurone, il faut faire attention, mais de la fibre nerveuse. D'accord? On va regarder ce qui se passe au niveau de excusez-moi, de la fibre musculaire, hein. Vous voyez, j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, hein. On va regarder l'activité électrique de la fibre musculaire, de la cellule musculaire. Bon, bah, c'est l'expérience. Les résultats, en tout cas, sont à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, après avoir stimulé ici, hein, au temps 0, eh bien, on constate que quelques millisecondes plus tard, hein, vous voyez ici on a l'échelle, donc grosso modo on est à 4 millisecondes, hein, 4 millisecondes après avoir stimulé ici, eh bien, je constate que le potentiel de la cellule musculaire, hein, le potentiel de la cellule musculaire, eh bien, vous voyez, change, hein, d'accord? Dépolarisation et progressivement repolarisation. Il manque la fin de l'histoire, naturellement la repolarisation doit revenir au point initial. D'accord? Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que le fait d'avoir ici un message nerveux qui arrive en bout de course, ce message nerveux va avoir pour conséquence un changement de polarisation de la membrane plasmique de la cellule musculaire. Ce changement, hein, de potentiel de membrane, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action, attention, d'action musculaire, hein. Ça veut dire que là, notre cellule, elle réagit bien, la cellule musculaire, au message nerveux qu'on lui envoie.
D'accord? Donc on crée, pareil, c'est des mouvements d'ions, hein, je reviens pas au cours de la semaine dernière, mais il se passe la même chose à peu près hein, au niveau de la cellule musculaire. Ok, bon, visiblement, les messages nerveux véhiculés par des neurones ont pour conséquence des dépolarisations au niveau de la membrane plasmique de la cellule musculaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on regarde la zone de contact entre le motoneurone et la cellule musculaire? Eh bien ça, c'est quelque chose qui normalement ne vous est pas inconnu puisqu'on a vu ça en première, c'est ce qu'on appelle une zone de synapse. D'accord? Alors c'est quoi une zone de synapse? Eh bien, une synapse, c'est finalement un neurone qui est en contact. Alors, en première, on a vu avec un autre neurone. Bon, là, c'est un neurone qui est en contact avec une fibre musculaire. Regardons cette magnifique électronographie, pardon, où on va retrouver notre terminaison de neurones. La terminaison de neurones, elle est où? Elle est ici, c'est ce gros trait noir. Hein. Ce gros trait noir, c'est la membrane du motoneurone, hein, tout simplement. Donc tout ce qui est de l'autre côté, là, qui est légèrement grisâtre, c'est du cytoplasme, hein, forcément. Puis ce qui est bizarre, enfin ça ne l'est plus vraiment pour vous, c'est qu'à l'intérieur, il y a énormément de ronds. Ces ronds, c'est ce qu'on appelle des vésicules, d'accord? Donc c'est des enveloppes, des vésicules synaptiques. Dans ces vésicules, vous le savez, un rappel de première, il y a des molécules qu'on va appeler des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs. Tout ça, c'est la même chose. Donc ça, hop, je suis en train de regarder un tout petit bout de la membrane du motoneurone. Ensuite, j'ai un espace. Et ouais, c'est pas collé. D'accord? Il y a un espace avant d'arriver à cette cellule musculaire. Vous voyez que c'est un petit peu particulier lorsqu'on zoome vraiment, puisqu'on dirait que ça fait comme des bosses, d'accord? Donc membrane plasmique qui s'enfonce un petit peu, etc. Bon, c'est comme ça, d'accord? Il y a des petites bosses à ce niveau-là. Donc ici, j'ai la membrane de la cellule musculaire, et puis certainement que là, j'ai du cytoplasme. Et ce qu'on voit bien, c'est que du côté musculaire, je n'ai pas de vésicule, d'accord? Même si parfois on voit des ronds et tout, non, ça c'est rien à voir, ok? Alors là, c'est avant d'avoir stimulé le motoneurone, d'accord? C'est-à-dire que, hop, on ne fait strictement rien, et voilà, si je zoome ici, ce que j'observe, d'accord? C'est-à-dire des vésicules synaptiques qui sont vraiment concentrées dans le motoneurone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après avoir stimulé? Eh bien, lorsque je stimule le motoneurone, ici présent, le message nerveux se déplace, et lorsque j'arrive en bout de course, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, en bout de course, on va retrouver la même chose que là. Alors forcément, ils ont mis des fausses couleurs, donc il ne faut pas être perturbé, c'est la même image. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que lorsqu'on stimule, eh bien, les petites vésicules, celle-ci là, en haut à droite, que le schéma nous montre ici en jaune, eh bien, ces vésicules, elles vont se déplacer, hop, et fusionner avec la membrane plasmique du neurone. Ça veut dire que, et là je vais utiliser mon stylo, dans ces petites vésicules, eh bien, vous avez des molécules, hop, elles sont ici, voilà, plein de petites molécules, et forcément, donc si je prends le schéma, je fais des petites molécules, ces molécules, eh bien, vont être relarguées. Elles vont être relarguées où ça? Eh bien, lorsque ça a fusionné, ça va se retrouver, tac, 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 dans ce qu'on appelle l'espace synaptique ou la fente synaptique. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose normalement qui vous parle. Donc ces neuromédiateurs vont se retrouver dans l'espace synaptique. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Je passe à la page de droite. La page de droite, si je prends le document 3, il est plutôt joli. Tout ça, c'est en fausse couleur, bien entendu. On va retrouver en vert un motoneurone, peut-être qu'il y en a deux. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est les parties terminales, ce qu'on a appelé les boutons synaptiques. Donc, vous avez plein de petits excroissants. Ce sont ces boutons synaptiques. Donc, nous sommes dans des zones de synapse, avec en dessous, en arrière-plan, eh bien, les fibres ou une fibre musculaire. D'accord? Alors, quelles sont les couleurs? Eh bien, on vous dit en fait que on a montré que sur les fibres musculaires, j'ai des récepteurs à une molécule qu'on appelle l'acétylcholine. Donc on se doute bien dans cette histoire-là que l'acétylcholine, c'est certainement le neuromédiateur, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans les vésicules. D'accord? Alors, pour le prouver, il y a des petites expériences sympatoches qui ont été réalisées. Donc, si je prends par exemple le document 4, c'est quoi? On parle de la toxine botulique. Alors, c'est une bactérie qui va fabriquer ces fameuses molécules qui s'appellent des toxines, dont la conséquence, c'est une paralysie musculaire. Donc, c'est assez dangereux quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
on va marquer les vésicules présynaptiques. D'accord? Présynaptiques, c'est-à-dire, hein, ici nous sommes dans la zone présynaptique et là on est dans la zone postsynaptique. D'accord? Hein, petit vocabulaire à maîtriser quand même. Hein. Donc on va les marquer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant une stimulation, on a un marquage, on vous dit 50% de fluorescence. D'accord? Bon, ok, ça marche, c'est notre référence. Et puis après stimulation, hop, je regarde que la gauche pour l'instant, eh bien je n'ai plus de fluorescence. Bah oui, ça paraît logique, hein. J'en déduis quoi? Bah j'en déduis que ce marqueur fluorescent qui était dans la vésicule synaptique, eh bien va passer dans la fente synaptique. D'accord? Donc ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Hein. L'exocytose, c'est lorsque les vésicules fusionnent et relarguent à l'extérieur. Donc là, on monte l'exocytose, donc forcément, le colorant n'est plus à l'intérieur des vésicules, et c'est pour ça que le document nous dit qu'il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe avec la toxine botulique? Eh bien, avant, on a une référence d'un point de vue fluorescence. Donc voilà ce qu'on a comme vésicule fluorescente. Donc on vous dit que c'est 50 unités arbitraires à peu près. Et puis, après avoir stimulé, eh bien, il ne s'est rien passé. Hein, d'accord? Ça veut dire que finalement, il n'y a pas eu de fusion de ces vésicules. Donc finalement, j'en déduis que la toxine botulique, elle empêche la fusion, elle empêche l'exocytose. D'accord? Et forcément, si vous ne pouvez pas transmettre le message, eh bien, vos muscles ne peuvent pas bouger. C'est une paralysie. Donc ça montrait hein, cette exocytose. Le curare, hein, vous avez forcément entendu parler de ça. Lui aussi, ça provoque hein, des paralysies musculaires. Donc c'est bien sûr tout à fait mortel. Et donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience en 52? On a pris un muscle de grenouille, on lui a mis un petit coup de curare, et puis on s'est amusé encore à stimuler le motoneurone. Hein, d'accord? Donc c'est toujours la même chose. Hein. Sauf que là, cette fois, cette fibre musculaire, elle est noyée dans du curare. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on observe que la stimulation ne se traduit pas par l'apparition d'un potentiel d'action musculaire. Donc là, on se dit, ok, visiblement le curare empêche, hein, le potentiel d'action musculaire. Alors, pourquoi? Eh bien, la réponse, vous l'avez ici. En fait, le curare, il est capable de se fixer sur les récepteurs à l'acétylcholine. Et on se doute bien ce qui se passe, hein. Si vos récepteurs sont bouchés par une molécule qu'on appelle le curare, qui visiblement est bien là, donc il y reste, eh bien, quand vous allez relarguer de l'acétylcholine, eh bien, vos muscles ne vont pas réagir, puisqu'ils sont bouchés par un truc qui s'appelle le curare et qui ne leur provoque rien. Donc du coup, même si vous avez dans la fente synaptique eh bien, beaucoup d'acétylcholine, vos muscles ne réagissent pas du tout, et hop, c'est le calme plat, eh bien, vous êtes paralysé, hein, etc. Ok, alors bon, je pense que vous avez tout pigé. Hein. L'idée, c'est de comprendre, c'est que plus je stimule l'intensité de stimulation, plus je stimule le motoneurone, donc plus j'envoie finalement de potentiel d'action, hein, plus la fréquence de potentiel d'action est importante, et bien plus je vais relarguer hein, d'acétylcholine. Donc ici, hein, on comprend bien qu'en bout de course, comment je vais entraîner une forte ou une faible contraction? Eh bien, si j'ai plein de potentiels d'action qui arrivent en même temps là, sur un court temps, je vais donc avoir beaucoup d'acétylcholine dans la fente synaptique, et ce beaucoup d'acétylcholine va entraîner finalement une dépolarisation, ici le potentiel membranaire, le potentiel musculaire plus importante, qui va entraîner une contraction plus forte. D'accord, et plus longue. Que si par contre j'ai que quelques potentiels d'action, je vais avoir un tout petit peu d'acétylcholine et résultat des courses, je vais avoir une contraction plus faible qui dure moins longtemps. D'accord? Bon, je pense que c'est pas trop compliqué cette histoire-là. Alors, je vous ai tout mis de toute façon sur notre schéma ici. Donc c'est à connaître, hein, d'accord, pour le supérieur, c'est un minimum de connaître cette histoire de contraction musculaire. Donc ici, le motoneurone qui envoie fréquence de potentiel d'action, tac, 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 tac. Et lorsque la membrane, elle se dépolarise ici, hein, à cause des potentiels d'action, eh bien cette dépolarisation va faire que les petites vésicules vont migrer, vont fusionner, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Et ici, les petits points violets, c'est les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, qui vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. Et du coup, notre cellule musculaire, ici, là, hop, parce que l'acétylcholine se fixe, eh bien, ça va permettre, hein, on l'a vu la semaine dernière, entrée de certains ions, et ces entrées de certains ions, vont entraîner ce qu'on appelle le potentiel d'action musculaire. Et ce potentiel d'action musculaire, là, je fais référence au cours de spé, va permettre l'entrée de calcium dans cette cellule et la contraction musculaire. Mais ça, c'est le cours de spécialité.
Et donc pour finir, tout ce que je viens de dire sous forme d'un bilan que je vous laisse lire, comprendre, et s'il y a des questions, vous me les poserez.